Bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat. Nous allons parler de la littérature, de l'écriture et le combat pour la liberté. Le cas de l'écrivain Anwar Rahmani, persécuté pour ses écrits. Nous allons en parler avec l'écrivaine Maïssa Bey, connue pour ses romans depuis quelques années. Nous allons parler aussi avec un responsable de la Ligue algérienne des droits de l'homme, mais aussi l'œil du juriste et de l'avocat, Maître Khaled Bourayou. Peut-on écrire en Algérie en toute liberté ? Nous allons en parler maintenant. Maintenant, place au débat. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Place au débat. Nous allons parler aujourd'hui un peu de politique, de droits de l'homme, mais aussi du droit à l'écriture et donc du droit à l'information. D'abord, on souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir, Maître Khaled Bourayou. Bonsoir. Vous êtes avocat. Maïssa Bey, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, romancière. Nous allons parler à la fin de cette émission de votre nouveau roman Hizia aux éditions Barzac. On va voir si vous avez un peu titillé les dogmes. Je pense que non. Enfin, d'autres dogmes peut-être. Peut-être, oui. Avec nous également Anwar Rahmani, bonsoir. Vous êtes écrivain et romancier. Alors pourquoi nous avons deux écrivains sur ce plateau aujourd'hui et un avocat? C'est pour parler du droit de l'écriture en Algérie. Quand on est journaliste, on sait qu'on n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut. Quand on est homme politique, on n'a pas toujours le droit de dire ce qu'on veut. Est-ce que lorsqu'on est écrivain, on a le droit d'écrire ce qu'on veut? Eh bien, nous allons montrer un peu ce soir que la liberté d'écriture en Algérie n'est pas totale, n'est pas complètement acceptée, notamment dans le cas d'Anwar Rahmani. Anwar, avant de parler de votre cas et de parler de la liberté d'écriture en Algérie, nous allons voir un court sujet pour mettre un peu nos téléspectateurs dans le bain de votre affaire. Le jeune écrivain Anwar Rahmani a été convoqué le mardi 28 février par la police judiciaire de Tipaza pour la publication sur Internet de son dernier roman La ville des ombres blanches. Étudiant en droit et romancier, Anwar Rahmani a fait l'objet d'une enquête portant sur un chapitre de son livre consacré aux discussions de l'un de ses personnages quand il était enfant avec un SDF fou qui se prenait pour Dieu. Il aurait par ailleurs parlé d'une relation entre un combattant pour l'indépendance de l'Algérie et un colon français, selon l'auteur. Je me suis présenté le mardi 28 février, après avoir reçu la convocation de la police la veille. Sur place, plusieurs policiers m'ont interrogé. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un crime électronique et que le code pénal sanctionne le fait de railler la religion et de railler Dieu. Des questions auraient été posées au jeune romancier sur ses croyances religieuses et ses convictions politiques. On m'a demandé quelle était ma religion, si j'étais musulman. J'ai refusé de répondre à cette question. Ils m'ont demandé si je faisais la prière, si je faisais carême et quelle était ma doctrine religieuse. Le 8 mars dernier, Human Rights Watch a appelé le procureur de la République à abandonner l'enquête criminelle pour blasphème. Les autorités algériennes devraient protéger la liberté d'expression et prendre immédiatement des mesures pour abolir la loi sur le blasphème, avait déclaré l'ONG américaine. Alors, la discorde Anwar Rahmani, comme il a été dit dans ce sujet, s'appelle La ville des ombres blanches. C'est un roman que vous avez publié sur les réseaux sociaux, sur Internet, même pas édité. Cela fait presque un an. Comment est-ce que cette affaire a commencé, Anwar Rahmani? في البداية أريد الحديث عن الرواية بمنظورها التاريخي، كون الرواية تحكي فترة استعمارية في تاريخ الجزائر، هي فترة الاستعمار الفرنسي، من منظور أحد المستوطنين الذين كانوا يشعرون بوطنيتهم الجزائرية رغما عن كل شيء. في البداية كتبت هذه الرواية كهدية للشاعر الجزائري جون سيناك بعد ما شفت الحالة الكارثية اللي كان تعرض لها القبر ديالو في الجزائر العاصمة. شفت باللي احنا كجزائريين ما قدمناش لهذه الفئة من الجزائريين ذوي الأصول الفرنسية اللي كانوا مع الثورة الجزائرية، ما قدمنا لهمش المكانة تاعهم، والدليل ان احنا نضطهدوهم في اسمائهم وايضا في تاريخهم. كتبت رواية مدينة الضياء البيضاء En août 2016. كدفاع Août 2016. في أوت 2016 وضعتها على الانترنت بعد محاولات بنشرها. اضطريت اني اضعها في يعني Attendez, نشرها Anwar مطبوعا. Rahmani, quand vous dites ça veut dire, pour comprendre, qu'aucun éditeur algérien
n'accepté de publier La vie des ombres blanches? حتى روايتي الأخرى هلوسة جبريل أنا D'accord. نشرتها Vous في avez مصر. contacté beaucoup d'éditeurs algériens. بيان سور تقريبا كلهم. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? الرواية جيدة لكن نخاف المشاكل. D'accord. أغلب دور النشر كانت هذه إجابتهم. وأيضا هناك بعض الشيء حساسية من اسمي أنا كشخص. هناك حساسية من طرف الناشر الجزائري من اسمي لأنه بسبب مواقفي ربما الحادة لأجل حقوق الإنسان في الجزائر ولأجل الحريات. الآن الجزائر تعيش نوعا ما دغمائية من هذا الجانب، لا تريد الاعتراف بحق الآخر في الوجود، ولذلك أتعرض حتى بكتاباتي إلى اضطهاد، إلى نوع من القمع والاضطهاد. لذلك حاولت أن أكسر هذا الحاجز الذي وضع فيه الكاتب الجزائري، أن أنشر على الإنترنت. في النهاية الكتاب ليس الورق الذي طبع فيه، الكتاب هو ما مكتوب بداخله، وهذا هو الأهم بالنسبة لي. Nous allons revenir à ce sujet. Maïssa Bey, vous êtes une romancière de renommée en Algérie. Ça fait presque 20 ans maintenant que vous écrivez. Vous avez eu beaucoup de prix en Algérie et à l'étranger. Est-ce que vous vous êtes rendu compte durant toute votre longue carrière que parfois c'était difficile d'écrire en Algérie, même s'il faut rappeler que vous avez commencé à écrire pendant une période extrêmement difficile et dangereuse? Oui, mais c'était justement à ce moment-là, c'était dans les années 90, c'était à ce moment-là qu'il ne fallait surtout pas écrire. Enfin, pour essayer, c'est une question de survie, quoi. Et on était condamnés, nous avons dit, au silence. Et surtout pour délit d'opinion, quand nous n'étions pas, même pour ceux qui n'avaient pas grand-chose à dire, mais il fallait surtout pas écrire. Oui, c'est à ce moment-là que j'écris, c'est pas un hasard en fait. Hein. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Mais je ne me suis jamais sentie, en tout cas à titre personnel, puisque j'écris des romans. Je suis essentiellement romancière, comme Anouar, et je ne me suis jamais sentie bridée dans ce que j'avais envie de dire, ou pour ce que j'avais envie de dire. Je savais qu'il y avait des textes qui ne pouvaient pas passer, qui étaient censurés. J'ai écrit sur des sujets qui sont quand même assez, comment dire, que l'on préfère passer sous silence, comme par exemple mon premier roman. Là, c'est un premier roman dans lequel je raconte une histoire qui se passe dans l'Alger des années 90, où une jeune fille se fait avorter. L'avortement n'est pas un sujet... Ça reste un sujet tabou en Algérie, l'avortement. Ça reste un sujet tabou. Ouais. Et ce texte, mais à la différence de ces jeunes auteurs qui commencent aujourd'hui, à ce moment-là, il n'y avait pas d'éditeur en Algérie, donc j'ai été principalement éditée en France. Il a fallu attendre les années 2000 pour que les éditions Barzac puissent commencer à émerger, et d'autres maisons d'édition, pour que je puisse, on va dire comment, rapatrier mes textes et les faire éditer également en Algérie. Et à l'époque, il n'y avait que des éditeurs publics, et avec eux, on ne peut pas tout éditer, notamment avec l'ENAG, non? Oui, l'ENAG, il y avait l'ancienne SNED, etc. C'était des éditeurs publics, et on connaît les démêlés de certains auteurs avec ces éditeurs. On parlera quand même de Rachid Mimouni, qui a été un précurseur dans ce domaine aussi. Précurseur et qui nous a quittés. Khaled Bourayo, vous êtes confronté tous les jours à ce genre d'affaires? Oui, moi je pense qu'il faut ramener la liberté d'écrire à la valeur fondamentale qui est la liberté d'expression, en fin de compte. C'est lié, profondément. Et le pays a connu deux phases. Une phase du parti unique où la liberté d'expression était unique. Et la... Mais c'était clair, là, au moins c'était clair et dit. Oui, il y avait une certaine assumé. cohérence. Il y avait une cohérence et une ligne, voilà. Tout à fait. Bon, mais il y avait la deuxième phase, c'est-à-dire après 88, où l'autorité de l'État est obligée d'ouvrir donc l'espace démocratique. Et nous avons eu la loi de 90, en fin de compte, qui était la loi sur le code de l'information. Et qui était beaucoup mieux, d'après les experts, que celle qui existe actuellement. Relativement. Relativement. Relativement, je vais l'expliquer. Premièrement, pourquoi un code de l'information, alors que dans d'autres pays, on appelle ça la loi sur la liberté d'expression. La loi du 28 juillet 1980 en France, c'est une loi sur la liberté d'expression. Ça veut dire le titre lui-même censure un peu cette liberté d'expression. On a attendu pratiquement près de 90 à ces derniers mois la réouverture de l'espace télévisuel. Et la loi de 90 instituait un Conseil supérieur de l'information qui devrait ouvrir, en fin de compte. Et il a disparu. Quelques semaines après ou quelques mois, il a disparu. Et on était donc au niveau de la liberté de presse.
La liberté de presse a été confrontée à d'énormes obstacles, l'obstacle financier, l'obstacle fiscal, l'obstacle de contrôle de l'État. En fin de compte, on voulait la presse comme alibi, mais pas comme une source de liberté d'expression. Et aujourd'hui, est-ce que le sort des écrivains est lié à celui des journalistes, Maître Bourayou? C'est une liberté d'expression, évidemment. Bon, maintenant, jusqu'où peut-on aller dans la liberté d'expression? C'est-à-dire que c'est comme le principe fondamental que la liberté d'expression doit s'arrêter juste au niveau de la préservation de l'atteinte à l'honneur et à la considération d'autrui. Et nous allons parler avec Anwar Rahmani sur quelles ont été la liste des atteintes. Ça veut dire, Anwar, en tant que romancier écrivain, c'est-à-dire un livre, un roman qui est sorti en août 2016, on vous contacte presque un an plus tard. Comment s'est fait le processus avec les gendarmes? C'est bien ça? La police. C'est la police. C'est la police qui vous a contacté. Comment s'est fait ce contact avec les policiers et qu'est-ce qu'on vous a reproché au juste? اوكي. في 27 من فيفري وصلني محضر إبلاغ إلى البيت يطلب مني التقرب بسرعة التقرب إلى الشرطة القضائية بتيبازا مصلحة الفرقة الجنائية. ذهبت في اليوم الموالي. انتظرت بشغف كبير لأني ببساطة كنت أعلم أني لم أرتكب أي جريمة، يعني ما كنتش خايف ولا. لما وصلت لمركز الشرطة القضائية تفاجأت أنه الموضوع بصريح العبارة قال لي المحقق أنه قضيتك قضية فكرية، ومن ثم راح يقرأ عليا النص القانون واللي قال لي عليه الإساءة للذات. Article 144. المكرر. On va en parler plus tard. Là, je voudrais intervenir. Allez. Ces méthodes d'interpellation de ceux qui pensent, de ceux qui écrivent par la police judiciaire est une atteinte flagrante à la loi. Pourquoi? Mais la police fait son travail dans ce cas-là, non? Non, on n'a Non. pas le droit. La police est un élément quand même de l'enquête préliminaire et pour la recherche de l'infraction, pour en rechercher les auteurs et ceux qui sont derrière. Or, donc, quand un journaliste écrit, son nom est publié, le titre de son article est connu, donc il doit dépendre, il est comptable de son article devant le juge, mais pas devant la police. Donc, on voit déjà la procédure n'a pas été respectée. Bien sûr. Voilà, en lui envoyant des policiers. Bien sûr. Voilà. Donc, en le convoquant la dans police n'a pas, puisque l'auteur est connu, donc elle n'a pas à intervenir. C'est une façon d'influencer, de faire peur comme aux journalistes. Ça, vous pourrez le dire dans votre procès, puisque vous allez nous expliquer que vous avez été convoqué peut-être pour un procès. Donc, Maître Bourayou vous a donné un peu une idée. Et après, on vous a posé des questions sur ce roman. Oui, جابوا لي المقاطع من الرواية، من رواية مدينة البيضاء، ليس كل الرواية حسب ما فهمت، وإنه في مقطع من الرواية حيث يلتقي بطل الرواية جون بيير وهو طفولته ويحكي أنه التقى بشخص مجنون ومتشرد في باب الواد. هذا الشخص المجنون يدعي أو يظن أنه هو الله، أنه يصدق نفسه أنه هو الله. بطل الرواية هو طفل لأنه هو كان فرنسي وكان عايش مع الجزائريين، هو كان يرى دائما اليسوع اللي هو الإله المسيحيين، يراه دائما موجود كهيكل أمامه كصليب لكن لم يرى الله الإله الإسلامي. بسبب هذا هو كان عنده أيضا شغف بالشخصية الجزائرية، كان يريد أن يكون جزائريا. لما التقى بهذا المجنون الذي يظن نفسه الله صدقه وأصبح يذهب إليه يعني مرارا تكرارا بدراجته بالدراجة ديالو إلى باب الواد، إلى كيتاني حاليا كيتاني في خيالية، قصة خيالية. وهذا الشخص المتشرد المجنون بسبب أنه هو كان مجنون ومتشرد عطيت له بعض في شخصيته، تركيبة شخصيته على أنه إنسان متشرد، كان يشتم، كان يدعي أنه خلق السماء. Mais ça reste, dans tous les cas, ça reste une fiction. Ça reste une fiction. Bien sûr خيال. وأصلا أنا قلت في النص في نفس المقطع أنه شخص مجنون ومتشرد، قلتها أنه يعني واصلا الله في هذه الحاله ماهوش مطيه استخدمتها من اجل المرور في الروايه، وانما كان الغايه من هذا النص بالتحديد هو ابراز الشغف هذا الشخص بالشخصيه الجزائريه، بدينها، بلغتها، بكل شيء، وايضا المرور من هذه الشخصيه
ومن هذه الحادثة إلى حوادث أخرى عندها علاقة بالسرد الروائي في الرواية في حد ذاتها. Et nous allons parler plus tard de cet article. Vous voulez intervenir, Maître Bourayou? Oui, alors là, Avant de donner la parole à en fin de Maïssa compte, l'article 144.2 est un article très clair. Est-ce que je peux le lire pour Bien les sûr. gens qui ne savent pas? Article 144 bis 2, nouveau, est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 dinars, ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète et les envoyés de Dieu, ou dénigre le dogme et les préceptes de l'islam, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration ou de tout autre moyen. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. Article 144 bis 2 du Code pénal. Cet article parle d'offense بمعنى الكلمة العربية الإساءة. الإساءة. هي يعني إهانة الرسول Voilà. أو الأنبياء Ou les envoyés de Dieu. Voilà. ولفظ إساءة هو كل من ادعاء يمس بقدسية الأنبياء. Le caractère sacré des prophètes. ولكن من يتكلم عن الأنبياء ومن يشبه يعطي تشبيه إلى الأنبياء كشخص ليس هذا في مفهوم ربما مفهوم إسائي أو قذفي أو حتى التسمية في حد ذاتها، تسمية الشخصيات بأسماء معينة. مثلا نحن في مجتمعنا نسمو أسماء أنبياء، نسمو أشخاص بأسماء أنبياء، فهل بهذه الطريقة نكون أسأنا لهؤلاء الأنبياء؟ لا أظن ذلك. Maïssa Bey, est-ce que parfois un écrivain, avant d'écrire, vous avez écrit beaucoup de romans, vous êtes une écrivaine engagée, est-ce que parfois on se surveille, est-ce que parfois on se dit je ne vais pas parler de cela, je ne vais pas aborder ce thème politique, religion, parce qu'on sait qu'il y aura des problèmes. Vous voulez parler de ce qu'on appelle chez nous, couramment l'autocensure. Chez nous, ça existe beaucoup. Est-ce que ça existe chez vous, l'autocensure? Eh bien, écoutez, moi j'ai toujours dit et j'ai toujours considéré que, en tout cas en tant que femme, vu les pressions que je subis dans la vie quotidienne, dans la société. En tant que femme algérienne, en tant que femme algérienne, voilà. Dans notre société, la façon dont on essaie de restreindre ma participation au débat ou alors dans l'espace public, je parle de façon générale, l'écriture est mon seul espace de liberté. Et donc, je ne me censure pas quand j'ai envie de raconter une histoire, quels que soient les détours par lesquels je dois passer pour faire une place à mes personnages, pour leur donner une vraisemblance, une crédibilité, je les emprunte. Je ne pense jamais, en tout cas en écrivant, aux conséquences possibles ou diverses de mon écriture. En plus, on a toujours, et on l'a toujours dit, c'est une constante de la littérature, on a l'alibi de la fiction. Même si on a envie de placer nos personnages dans une société telle qu'elle est, telle qu'elle existe aujourd'hui, ce sont de toutes les façons des personnages issus de notre imagination, à qui l'on prête évidemment des postures et des idées, des aspirations qui sont celles de personnages réels peut-être, mais en même temps, voilà. Là, je dirais aussi que l'autocensure, c'est quoi en fin de compte? C'est quelqu'un qui s'autocensure lui-même parce que il est influencé, conditionné par l'environnement. Donc, c'est le système politique qui favorise la liberté d'expression, qui impulse la liberté d'expression, où on a la plus grande production littéraire, en fin de compte. Ah oui. Et dans les pays où la liberté est bridée, où l'influence, le conditionnement politique est tel qu'on ne peut pas écrire ce qu'on veut. Donc, la question est beaucoup plus politique, en fin de compte. Tout à fait. Il faut que le système algérien s'ouvre plus aux libertés et qu'il ne soit pas un système qui bride les libertés. Est-ce qu'en Algérie, aujourd'hui, on se surveille avant d'écrire? Est-ce qu'il y a des écrivains qui se surveillent avant d'écrire aujourd'hui dans votre entourage? Déjà qu'il faut une autorisation du ministère de la Culture pour l'apparition d'un roman. Oui, il y a ce qu'on appelle l'ISBN. L'ISBN. Il existe Est-ce que l'attribution... à chaque fois qu'il y a une... Abdelrahmani n'a pas eu la chance parce qu'aucun éditeur n'a voulu l'éditer. Mais pour ceux qui obtiennent l'ISBN, est-ce que c'est difficile de l'obtenir? Est-ce qu'il y a une commission? Est-ce qu'il y a une censure? Est-ce qu'il y a une surveillance? Il y a une commission, en principe, qui va faire ce qu'on appelle faire cette homologation dont on a besoin pour que le livre puisse exister en tant qu'objet. Évidemment, sauf qu'aujourd'hui, il y a plein de détours. Anouar Rahmani nous a démontré de toutes les façons que cette censure ou ces obstacles que l'on met à toute publication
on pouvait très facilement les contourner. On pouvait très facilement se faire lire par des milliers ou des millions même de gens avec l'Internet. Et cette donnée n'est même pas prise en cause par ceux qui font les lois aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui est quand même étonnant. Les jeunes aujourd'hui, et même nous, nous vivons avec notre époque. Et notre époque est l'époque de la mondialisation, de la liberté de communication par les réseaux sociaux, etc. Donc, cette volonté de vouloir brider la parole, de ne pas vouloir qu'elle devienne quelque chose qui soit public, et elle n'est absolument plus d'actualité aujourd'hui. Et si on comprend bien, votre livre n'a pas été publié, ça veut dire que d'après les policiers, non, il n'a pas été publié, enfin, il n'a pas été édité, pardon. Ouais. Mais d'après les policiers, vous n'avez même pas le droit de le publier sur un site internet. ليس هذا فقط وإنما أيضا الاستخدام بعض الألفاظ الجنسية حسب ما قالوا لي هو أيضا ممنوع. هنا les termes sexuels qui existent dans un livre à l'école. Ça, c'est la conception policière de la liberté d'expression. La police n'a rien à voir dans l'écriture. C'est au juge d'instruction quand même d'intervenir en cas s'il considère qu'il y a une atteinte ou une offense. Aux mœurs aussi. Bien sûr. Aux mœurs, oui, Anouar. أنا أريد فقط أن أنوه شيء معين. إنه تاريخ الفني أو الأدبي في الجزائر ما هوش تاريخ ما بداش من الاستقلال من 1962. لو مثلا الآن نذهب إلى كل أعمال فنية الأدبية أو النحت أو شيء كل عمل فني في الجزائر نرى أنه مثلا مدرسة العري هي مدرسة موجودة كثيرا في الفن الجزائري. اذهب فقط لمشاهدة الآثار سواء الأمازيغية والرومانية والفينيقية تجد كثير من التماثيل. Même si certains extrémistes ont voulu couvrir les statues, notamment dans les années 90. ماذا سنفعل نكسروها حاليا فقط لأنه بعض الناس ما يحبوش الجسد. جمالية الجسد أو جمالية الجسد هي المحفز الأول لأي كاتب أو أي فنان في بداياته وأيضا فيما بعد لأنه تنبع من طبيعة الشخص في حد ذاته. وأصلاً القرآن في حد نفسه هؤلاء الذين يستخدمون النص القرآني كوسيلة من أجل امتطاء ظهر المجتمع من أجل قهر الكتاب وما إلى ذلك. هنا نحب نقول لهم أن القرآن نفسه هناك في الكثير من المواضيع يتحدث عن الجنس بطريقة سلسة ويتحدث أيضاً عن الإلحاد وعن كل شيء. فهل أنا سأكون أكثر تهذيباً من القرآن مثلاً وأن أذهب إلى وأن لا أطرح؟ هناك أدب قرآني، هناك أدب في القرآن. القصة هي نوع من الأدب. هناك قصص الأنبياء تتحدث عن مثل هذه المواضيع. لما علي أنا أن أكون أكثر رقابة على نفسي من القرآن نفسه؟ Oui, mais Anouar Rahmani, d'après vous, qu'est-ce qui a dérangé les policiers? C'est vos textes concernant la religion ou vos textes concernant le sexe? Est-ce qu'on vous l'a dit? Est-ce qu'on vous a dit que vous n'aviez pas le droit d'écrire sur cela? ارتكبوا خطأ مثلا في المحضر أنهم وصفوا أحد فصول الرواية فصل آخر يعني بغير هذا الفصل تاع اللي فيه وصفوه برواية أخرى وأنا صحت لهم أنه هو فصل أيضا من أجل استخدام لفظين جنسيين علميين أصلا. وأنا قلت لهم أنه هذه اللفظين أصلا موجودة في كتب وزارة التربية العلوم الطبيعية والجهاز التناسلي للإنسان يدرس بطريقة علمية. لما علي أنا كشخص الأدب أو الرواية في حد ذاتها تناقش كل التفاصيل. مثلا إذا ما جلست حاليا على الكرسي وأردت أن أكتب هذا أدبيا الآن أحاول أن أصف كل محيط من حولي وشعوري حاليا أنا كيف يعني التفاصيل دقيقة وأيضا في الجنس علي أن أذكر تفاصيل. Oui, c'est la question des tabous qui est toujours posée aujourd'hui. Elle existe dans la presse, elle existe beaucoup parce qu'on pense souvent, nous journalistes. Peut-être je voudrais revenir à quelque chose de très important. Allez-y. Quand on est devant la police judiciaire, gendarmerie ou police, on est questionné, interrogé sur l'œuvre qui est objet de poursuite. On lui pose des questions sur telle phrase et telle phrase, on ne lui pose pas des questions sur la problématique générale du livre, c'est-à-dire qu'on fait éclater le livre et on prend, alors que les écrits se ramènent à des contextes, à des situations, à des faits, et on expurge tout ça pour lui poser la question pourquoi tu as dit ce mot, ce qui est vraiment une façon de faire éclater l'œuvre et de n'en prendre en fin de compte qu'une vue de répressive. Oui, on parle de décontextualisation pour trouver le mot le plus adéquat. Décontextualisation. Voilà. Décontextualiser un texte
c'est pouvoir lui faire dire tout ce qu'on a envie de dire. Bien sûr. De toutes les façons. Il faut prendre l'œuvre dans son ensemble et pour ce qu'elle est et la manière dont l'auteur la présente lui-même. Et il est évident que, bon, on le sait, toute prise de position, toute irruption dans le champ de la parole publique est politique. Ça, on le sait depuis longtemps et depuis toujours. Et ce n'est pas seulement vrai dans notre pays, c'est vrai partout ailleurs. Politique, parce que dans la mesure où la politique, c'est la vision que l'on, c'est la, comment dire, l'expression de la vision que l'on a de notre société. Donc, de toutes les façons, on est dans le champ politique. On est dans le champ, on se place, nous, dans le champ littéraire. Mais on sait très bien que l'impact qui va être donné à nos œuvres, évidemment, on ne peut pas écrire des œuvres complètement, peut-être qu'on pourrait écrire de la science-fiction ou des œuvres complètement hors de la société actuelle, mais notre œuvre, nos œuvres, enfin, en général, particulièrement ceux des auteurs algériens, sont véritablement insérés dans la vie sociale et politique du pays. Et c'est ça qui dérange. Est-ce qu'il y a des tabous aujourd'hui? On sait qu'ils existent dans le domaine de la presse, qu'il y a beaucoup de tabous politiques, sociaux, sociétaux. Est-ce que ces tabous existent aussi dans le domaine de la littérature? Quand on est écrivain, est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de sexe, de parler d'orientation politique? Est-ce que ces tabous existent encore aujourd'hui? Bien, écoutez, si on voit les développements actuels, les derniers développements de la censure en Algérie, il faut appeler les choses telles qu'elles portent, enfin, il faut leur donner leur nom, de cette censure qui va prendre bien sûr des formes diverses. Hein. Ce n'est pas forcément des convocations à la police, ça peut être d'autres formes. Eh bien, quand on voit les derniers développements, on se dit qu'il y a véritablement résurgence d'une certaine forme de police de la pensée. Et ça, les écrivains ne doivent absolument pas en tenir compte ou en prendre compte pour pouvoir écrire. Sinon, si on écrit pour plaire à une société qui se débat aujourd'hui dans toutes les contradictions et qu'on met le doigt et qu'on ne met pas le doigt sur ces contradictions, je ne vois pas quel est le rôle de l'écrivain. Alors, ce débat sur le cas de Anwar Rahmani, sur la littérature, sur la liberté d'écrire en Algérie aujourd'hui, nous a amené aussi à aller dans la rue, poser cette question aux Algériens, une question assez précise, celle de savoir est-ce qu'il y avait des tabous, est-ce que la liberté d'écrire et d'expression avait des limites, est-ce que nous pouvions prendre des libertés, notamment avec la religion. Esma Laïd vous a posé cette question. Il y a eu ce jeune homme qui a écrit quelque chose qui a été arrêté. Écoutez, Kamal Daoud a été empêché de faire une conférence en Kabylie, pourtant sur de la littérature. Mais pourquoi? Pourquoi? Rousseau avait dit l'homme est né libre, la société l'a enchaîné. Et il n'est pas du tout normal que quelqu'un soit arrêté pour avoir exprimé son avis, ses idées. La liberté doit prévaloir. Vaguement, j'ai appris qu'il avait écrit un bouquin et que dans son bouquin, il a dit certaines choses et certaines choses ont été censurées. En fait, la censure existe dans tous les États, dans tous les pays du monde. C'est une nécessité. C'est ce qui permet à l'homme de s'épanouir. C'est ce qui permet aux sociétés de se développer. Mais la liberté, ça s'apprend. Religion, sexualité, tout ça relève de la société d'une manière générale. D'une manière générale, ok? Bon. Donc, empêcher quelqu'un de s'exprimer sur le sujet, c'est mettre un frein à la liberté. Bien sûr que je ne suis pas d'accord. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. On ne doit empêcher en aucun cas quelqu'un de s'exprimer, qu'il soit écrivain, journaliste ou citoyen comme moi qui suis devant vous. Je suis libre de dire ce que je pense. Au bord de la mer. Donc voilà, vous avez un peu une idée de ce que pensent certains compatriotes sur ces libertés. Cela nous amène, j'aimerais vous poser cette question, parce que nous aussi, on ose un peu poser toutes les questions qu'on doit poser. Est-ce que nous n'avons pas le droit en Algérie en 2017 pas de critiquer la religion, mais de prendre des libertés, de se poser un certain nombre de questions concernant la religion, sachant que nous sommes une société profondément conservatrice. On n'a pas le droit aujourd'hui de le faire dans des écrits. C'est très difficile de le faire dans un journal quand on est journaliste. Est-ce que cette liberté reste encore inaccessible en Algérie, selon vous? La liberté de parler de la religion avec des critiques. Quand on présente les choses comme ça, parler de la religion, ça semble inoffensif. Et il est évident que si on insère
une histoire ou des personnages, en tout cas je me place du point de vue d'un écrivain, pas d'un journaliste, dans une société où, comme vous l'avez rappelé, qui devient de plus en plus rigoriste, de plus en plus conservatrice, qui revient à des traditions qu'on croyait avoir complètement dépassées, quand on insère des personnages dans ce type de société, nous sommes forcés, nous sommes amenés à poser des questions. Et ces questions, même si on ne les pose pas, elles affleurent en filigrane. Elles affleurent et elles sont là, et elles se posent à tout citoyen, pas seulement aux écrivains. Et c'est justement le rôle de l'écrivain de pouvoir essayer de poser ces questions, de faire que l'œuvre soit un questionnement qui interpelle le lecteur. Mais rappelez-vous cette affaire l'affaire des caricatures danoises, c'était en 2005, je pense, ou 2004. Et donc, il y a eu une vague de protestations dans le monde entier. Le journal en Algérie qui a publié ces caricatures a été condamné, son directeur condamné. Donc, on est encore... Est-ce que c'est du populisme? Est-ce que l'État a peur de ne pas réagir? Puisque dans cet article, on dit que le ministère s'engage de manière d'office, Maître Bourayou. Oui, c'est vrai, les caricatures faites par le Danois sont offensantes, parce qu'il y a une offense directe au prophète. Mais là, interdire la liberté d'expression sur la religion, sur le dogme de la religion, ce n'est pas un tabou. La religion doit être l'objet de production littéraire, de pensée, de liberté d'expression, sauf à respecter quand même le caractère sacré de Dieu. Est-ce que vous considérez par exemple que Anwar Rahmani est sous le coup de cet article 144? Est-ce qu'il a porté atteinte à l'islam, même si on n'a pas encore lu, même si Maître Bourayou n'a pas encore lu les détails? Mais par exemple, pour donner une idée, ceux qui mangent pendant Ramadan, parfois, les juges les accusent de cela. Est-ce qu'on peut parler d'une extrapolation aujourd'hui du code pénal et de la loi algérienne? On l'interprète comme on veut? Bien sûr. Écoutez, c'est le pouvoir qui lui donne la vision de sa liberté d'expression, qui est une vision étriquée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tout écrire, de tout penser. Je vais vous donner un cas extrêmement significatif dans cette affaire de tabou. J'ai eu à plaider l'affaire des couples qui ont été attrapés la main dans la main au bord des plages. Eh bien, au niveau de la justice, on est passé à huis clos. J'ai refusé que l'affaire passe à huis clos. C'est déjà en faire un tabou. Alors qu'elle aurait dû passer en audience publique. Mais qui a demandé à ce que ce soit à huis clos? C'est le ministère public. Pourquoi? Pourquoi? Pour en faire un tabou. D'accord. C'est-à-dire que l'affaire, dès qu'elle passe en huis clos, cela veut dire qu'elle ne doit pas être révélée au public. Cette manière de faire et cette manière de percevoir les choses fait que plus on développe les tabous, plus les libertés d'expression se rapetissent et se rétrécissent. À mon avis, il faut que la liberté d'expression aujourd'hui traite de tous les sujets et de non pas faire un tabou. En fait, le combat des écrivains est aussi le combat des journalistes, Anwar Rahmani. Est-ce que vous considérez vraiment, quand vous réfléchissez à ce que vous avez écrit, est-ce que vous considérez que vous avez dépassé les limites? Si vous devriez réécrire ce livre, est-ce que vous écrirez la même chose aujourd'hui concernant notamment Dieu et d'autres choses? أحاول فقط أن أعقب فقط على ما قاله السيد المحامي أنه الإرادة السياسية أحيانا تصنع التابو، تريد صناعة التابو. أحيانا هذه التابوهات لم تكن تابوهات بالصدفة في الجزائر، بالعكس أنا أرى أن المجتمع الجزائري، مثلا أعطيك مثال فقط، يعني في مدينتي التي عشت فيها أنا شرشال، مدينة شرشال، عشت طيلة حياتي في مدينة شرشال. كانت كل مواضيع نطرحها عادي، سواء في المدرسة أو في الخارج، كان هذه المواضيع تطرح، كل المواضيع تطرح. لكن حاليا أرى أن مجتمعي الصغير في مدينتي الصغيرة بدأ يتحول، أنه مجتمعي أصبح أقل تقبلا للأفكار، ليس فقط للفكرة ولكن حتى لطرحها أو للجدال حولها، هو يرفض هذا. هنا ندخل في جدلية أخرى، هو صناعة التابو التي تحدث عنها، وهي فكرة عبقرية لتلخيص ما يحدث حاليا في الجزائر. أعود إلى سؤالك، أقول أنه لا أرى أن الرواية بإمكانها أن تضر الذات الإلهية. أظن أن الله هو إله الجميع، إله أيضا أولئك الملحدين، إله بالمنظور الإسلامي، إله الجميع.
ولا أظن أن الله ضعيف لتلك الدرجة لكي يرفض طرح فكرته أو نقدها بالعكس. الفكرة القوية هي الفكرة التي تتقبل النقد. أنا لم أنقد الذات الإلهية ولم أنقد الدين، ولا أظن أني أسأت بالفعل للذات الإلهية. أنا قدمت منظور ديني أو الجانب الديني من المجتمع الجزائري بفكرة ملخصة في هذه الحادثة التي وقعت لجون بيير. لكن يعني كإرادة أو نية في الإساءة لم تكن موجودة على الإطلاق. بالعكس أنا أحاول أيضا أن أعقب على نص القانون في حد ذاته. أظن أن 144 bis 2. أظن أن القانون هذا هو أكبر إساءة للذات الإلهية، لأنه عندما تضع الله كجانب في دعوى قضائية، يعني كطرف في دعوى قضائية، هو اعتراف ضمني من القانون بالتساوي بين الله والإنسان، وهذه أكبر إساءة. وأيضا أريد أن أعقب كذلك في هذا القانون أنه الضحية مثلا، فعادة الضحية يكون لها لما يكون بشر يكون لها في الدعوى العمومية الحق في رفع الدعوى المدنية بالتبعية للمطالبة بالتعويض. لكن في حالة الله لا يمكنه بالنسبة للقانون الجزائري أن يرفع الدعوى المدنية بالتبعية، وهنا يجعل القانون من الله ضحية من الدرجة الثانية، يعني أقل، وهنا إساءة أكبر. En fait, dans cet article, on ne parle pas de Dieu, on parle des envoyés de Dieu. لكن النص العربي Les envoyés de Dieu. النص العربي أكثر طرحا، أكثر تقربا لمصطلح الله من الترجمة الفرنسية. Oui, clairement. Vous avez parlé de tabous. En tant qu'écrivain et de romancier aujourd'hui algérien, quels sont pour vous les sujets tabous qu'on ne peut pas aborder dans un roman? لا يوجد. Pour vous, il n'y a pas de tabou. نعم. لا يمكن أن تؤطر العمل الأدبي أو الفني إلا هنا لا ندخل في موضوع التابو، لكن في موضوع احترام الآخر مثلا، أو احترام الحياة. أن لا أكتب مثلا رواية أدعو فيها إلى قتل أو إبادة أقلية معينة. هناك البعض يفعل هذا ولكن لا يتم استجوابهم. لا أكتب نصا أدعو فيه إلى سجن الآخر أو اعتقاله فقط لاعتقاد ديني. بعض الكتاب الصحفيين يفعلون هذا في بعض الصحف المعربة اليوم. هنا أود الحديث عن الطائفة الأحمدية. لا أكتب نصا يدعو فيه الناس إلى الانتحار. هذا شيء أنا لا أستطيع فعله، لأنه هنا أنا أنتهك إنسانيتي في أدبي أو في كتاباتي. لكن ما أكتبه أنا عندما أتناول الجنس أو الدين فهذه كلها مواضيع عادية موجودة في المجتمع، لما أدير لها ظهري. Pas de tabou dans l'écriture. Est-ce qu'on a régressé par rapport aux années précédentes aujourd'hui? Bon, on a régressé premièrement d'un point de vue historique. Nous sommes passés par une période extrêmement difficile. Le terrorisme a fait de la religion une utilisation, à mon avis, qu'aurait dû la liberté d'expression corriger, que la liberté d'expression aurait dû, à mon avis, présenter la religion musulmane comme une religion de beauté, une religion du bien, une religion de tout ce qui est positif, une religion de solidarité, de paix, de soutien, alors que la perception, je dirais, islamiste ou la perception terroriste de l'islam fait qu'on ne doit pas parler de l'islam, on doit se soumettre à leur conception de l'islam. Et malheureusement, l'État ne favorise pas aujourd'hui que la liberté d'expression soit orientée vers la critique justement de ce dogme qui est extrémiste en fin de compte. Et on doit aujourd'hui faire en sorte que la religion est d'abord une religion de paix, une religion de solidarité, de beauté. Allahu yuhibbul jamal, yani. Et à mon avis, on crée des tabous et on s'impose des tabous. Et je prends le cas de Kamel Daoud, où quelqu'un a appelé à son assassinat, et l'État n'a pas protégé cet écrivain, bien au contraire. Elle a laissé quelqu'un appeler au meurtre, l'incitation au meurtre, c'est-à-dire le délit de crime au meurtre, le crime au meurtre sans que l'État puisse intervenir. Et il a été emprisonné pour, je crois, 1 année avec sursis, je ne sais pas. Ça, c'est en fin de compte, c'est alimenter des tabous, faire en sorte que la liberté d'expression ne doit pas s'étendre sur des espaces qui sont aujourd'hui interdits. Kamel Daoud qui sera sur notre plateau dans 3 semaines et exactement. Est-ce que les tabous, on les rencontre comme ça en voulant écrire? Est-ce que parfois on est tenté,
quand vous écrivez. Oui, la stratégie des évitements, c'est ça? Absolument. Est-ce que oui. Vous l'avez, cette stratégie, Maïssa Bey? Non. Non. Est-ce que vous réfléchissez à deux fois avant? Je voudrais revenir sur les paroles d'Anwar Rahmani, qui sont des paroles très justes. On parle de liberté d'expression. Mais attention, il n'y a pas de liberté absolue. Ouais. Il y a des choses qui restreignent ou qui limitent cette liberté. Entre autres, comme il l'a dit, les appels à la violence et au meurtre, etc. Tout cela ou les exhortations à des actes qui sont anti-humains, on va dire, ça c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qu'il faut absolument tenter de juguler. Aujourd'hui, vous avez posé vous-même la question en disant, est-ce que nous avons régressé? Moi, je dirais que la société aujourd'hui, enfin, telle que je la vois, telle que je la vis, dans mon quotidien de femme, surtout dans mon quotidien de femme, je pourrais dire que la société aujourd'hui se place dans une posture, je parle de manière générale, dans une posture d'inconfort terrible, parce qu'elle est divisée en deux choses. Il y a ce qui est visible dans la société, ce qui peut être visible, et il y a ce qui peut et qui doit être caché. On sait très bien quelles sont les forces souterraines et les aspirations souterraines qui agitent cette société. Ce sont des aspirations que tout être humain qui vient au monde porte en lui. De la beauté, la liberté, l'amour, enfin, tout ce que vous étiez en train de citer à propos de la religion. Ce sont des aspirations qui sont celles de tout être humain aujourd'hui. La paix, vivre dans un environnement qui vous laisse, qui vous fait sa place, qui vous laisse votre place dans cette société. Eh bien, tout cela est condamné. Au nom de quoi? Alors, on va trouver des prétextes. Au nom de la religion, au nom de la tradition, au nom de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas, de ce qui se voit, de ce qui ne se voit pas. Vous voyez, il y a tout ce... Et je parlais tout à l'heure de contradiction, et je reviens à ce terme de contradiction qui est en train de miner notre société parce qu'on veut réduire au silence toute personne ou toute voix qui voudrait faire part de ces contradictions. Quand vous parlez, Maïssa Bey, vous réaffirmez que vous êtes une femme écrivaine. Quand on est femme écrivaine aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas les mêmes défis, ce n'est pas le même ressenti aujourd'hui? Non, j'ai parlé de ma position en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que femme. En tant qu'écrivain, je ne vois pas la différence. Enfin, pour moi, il me semble qu'il n'y a pas et qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre les tabous de l'écriture féminine et même s'il y a une littérature féminine. On peut parler de littérature féminine. Je pense que c'est un gros débat. On va vous inviter pour ce débat. Je pense que, pour continuer ce qu'a dit notre ami, Clémenceau a dit que la liberté d'expression est la pire des choses, sauf son contraire. Donc, la liberté d'expression reste la valeur fondamentale. Et aujourd'hui, les pays qui sont en avance, qui ont assumé des progrès, c'est des pays où les libertés sont importantes. Et les pays qui sont en régression, ce sont les libertés qui sont emprisonnées et restreintes. Oui. Restreintes. Donc, même l'avenir de notre pays aujourd'hui ne peut se retrouver que dans les libertés et les droits fondamentaux. Restreindre des libertés, c'est une régression de la société. Anwar Rahmani, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement vous passez par des moments difficiles? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que cette situation est difficile? Celle d'être convoqué en permanence, de ne pas pouvoir voyager. Comment est-ce qu'on vit ça? هو ضغط نفسي بالفعل، ولكن الضغط الأكبر هو أن تشاهد الناس المقربين منك وهم يعانون التضييق معك لأنهم يشعرون بك وبألمك. La famille, les amis? العائلة بالطبع، أكثر شيء العائلة، الأب والأم. لكن يعني لو بقي الأمر على الشخصي فقط، قد أتقبل هذا فقط ما يمكننا أن ننتظره في وطننا هذا الكبير الذي أصبح مع الوقت يبدو سجنا. الضغط النفسي قد يعني منعني. أنا كنت أكتب كل يوم، حاليا أنا أكتب فقط عن حالتي، عن قضيتي، وهذا الشيء يضرني كيف نفسيا ككاتب، لأني لأول مرة في حياتي استقليت عن الكتابة، عن رواياتي، أصبحت أهتم بقضيتي، بأمر الحياة. أنا طول حياتي عايش في خيالي، في رواياتي، في أحلامي. الواقع لم أمس بهذه الطريقة.
لكن كل هذا يذهب، كل هذا الضغط يذهب أدراج الرياح عندما أرى أني استطعت أن أفتح بقضية الجدل حول الرواية. أرى أن الربيع الأدبي أو الربيع الفكري في الجزائر قد آن أوانه، وربما قضيتي هذه ستكون كقضية البوزيزي بالنسبة للربيع العربي. نحن نحتاج إلى تغيير فكري في الجزائر، إلى ثورة فكرية أكثر منها ثورة عنيفة وما إلى ذلك. نحتاج إلى هذا التغيير في القاعدة، وأظن أن حادثتي أو قضيتي ستكون، بل هي حاليا بداية هذا التغيير. وأنا فخور بهذه المكانة التي قدمها لي النائب العام في التاريخ. هذا ما يدعوني ربما إلى j'ai vécu la même histoire que celle du photographe Hussein, qui en 70 a fait une très belle photo, celle qu'on appelle la Pietà, qui a été classée parmi... En 77, en 1997. 97, oui. Et après le massacre de Ben Talha. Ah oui, voilà, la Madone. La Madone, voilà. Qui est passée parmi les meilleures, l'une des Elle a été saluée par de nombreux prix, oui. Dans le monde. Dans le monde. L'une des meilleures photographies dans le monde. Et Hussein a été poursuivi par le ministère public et il est arrivé à regretter, à haïr son œuvre. Ah bon. Et ça, vous voyez un peu où on mène un peu la contradiction. Il ne peut plus en parler de son œuvre. Et j'ai vécu donc des moments très difficiles avec lui. Il ne voulait plus voir son œuvre, il ne voulait plus voir sa photographie. Il était primé parmi l'une des meilleures photos du siècle. Et quel était le chef d'accusation? C'est qu'il a porté atteinte à la vie privée d'une... Ah, d'accord. Le droit à l'image. Alors, le droit à l'image, alors que c'était dans un espace public et à l'occasion d'un événement national quand même. Et là, ce sont les deux critères qui expliquent que l'image ne peut pas être privée lorsque ces deux critères sont développés. Oui. Et c'était évidemment pendant la tragédie de Ben Talha, en l'été 1997. Eh bien, on va terminer cette émission avec ces paroles que vous venez de dire. Pourquoi pas, un jour, loin de toute forme de violence, pourquoi pas un printemps de la pensée, un printemps littéraire en Algérie. Cela reste encore possible, on l'espère, avec les écrivains comme vous. Merci à vous tous d'avoir répondu présent, d'être venus à ce numéro de Place au débat. Merci à vous, Anouar Rahmani, écrivain et romancier. Merci à vous, Maître Khaled Bourayou, avocat. Merci à Maïssa Bey. J'en profite pour présenter votre dernier roman, Maïssa Bey, qui s'appelle Hizia, édité aux éditions Barzac. Alors, on va voir si j'ai bien retenu la leçon. Hizia, c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite la Casbah d'Alger. Je n'en dirai pas plus. Il faudra donc lire ce livre, Hizia de Maïssa Bey aux éditions Barzac. Merci à vous tous d'être venus et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain.